Alors, je voudrais redire d'abord que la longévité, c'est un privilège, c'est un immense privilège, mais à la condition que la population qui avance en âge soit en bonne santé et active. Donc, les deux piliers de cette longévité, c'est ça, c'est la santé et l'activité. Suivante. Alors, pourquoi voit-on ça de façon péjorative? Et ça a été très très bien dit hier, c'est parce qu'on nous bassine en nous disant c'est épouvantable, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus a doublé entre 1946 et 2008, ce qui est parfaitement vrai. Mais je dois dire que Claire Scodellero a très très bien démontré à quel point ce curseur est un curseur qui n'a pas à l'heure actuelle de réalité, en particulier de réalité physiologique. Donc ça a été redit par les différents intervenants, ce curseur de plus de 60 ans pour dire on est vieux n'est pas un bon curseur. Plaque suivante. Le facteur peut-être le plus important qui peut nous inciter à réfléchir quand on parle de travail, c'est celui-là. Hier, on nous disait, autrefois, on était vieux à 50 ans. Et bien maintenant, on va être vieux à 50 ans aussi. Si 60 ans, ce n'est pas un bon âge, malheureusement, sur le plan de l'insertion dans l'activité professionnelle, maintenant, c'est 50 ans. Ça veut dire qu'en 50, on sait que la moitié de la population européenne aura plus de 50 ans. C'est dire à quel point ces curseurs, là encore, n'ont pas de réalité, si ce n'est de réalité sociale, quand on voit l'âge de la retraite et l'insertion dans l'activité professionnelle. Suivante. Alors je redonne cette plaque, qui était d'ailleurs la mienne, que Claude Jandel m'avait à juste titre tout à fait prise, qui est l'état de santé des Français mesuré par les taux de dépendance. 7% seulement des Français de plus de 60 ans sont dépendants, ça veut dire que le reste de la population ne l'est pas. Mais regardons simplement la tranche de 60 à 69 ans qui nous intéresse quand on parle de prolongation de l'activité professionnelle. Eh bien, vous voyez là que seulement 2% de la population jusqu'à 70 ans a un certain nombre de maladies qui la rendent dépendante. Ce qui veut dire que la majorité de cette population est en bonne santé. Alors, moi, je n'ai pas encore pour ambition de faire travailler les gens jusqu'à 80 ans, pour l'instant tout au moins, mais vous voyez aussi que moins de 5% de la population jusqu'à 80 ans, là encore, est atteinte de maladies invalidantes, qui est source de dépendance. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'ensemble, les Français sont en bonne santé à ces âges-là. Suivante. Malheureusement, ce n'est pas vrai pour tous les Français, et on l'a vu, ça nous a été dit. Suivante. Vous voyez là que l'espérance moyenne de vie continue à croître, mais que les inégalités par région augmentent. Vous voyez la différence entre 90 et 2005. Il y avait une différence de 3,8 ans en Île-de-France par rapport au Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais vieillit moins bien en 90. Vous voyez que cette différence augmente. Donc là encore, moi je vois ça en termes d'inégalité sociale, bien sûr, mais surtout en termes de la prévention. On doit la mettre en œuvre de façon maximale dans les endroits où cette prévention, finalement, ne suffit pas à combler les inégalités. Suivante. De même, ça a été montré ou dit tout à l'heure par M. Ameisen, il y a une différence de 7 ans, ce qui est absolument considérable, d'espérance moyenne de vie à 35 ans entre un cadre et une profession libérale. Alors moi, je ne traduis pas ça forcément comme l'a fait M. Villard par « il faut changer peut-être la durée de la retraite en fonction de cette donnée ». Ce que je dis, moi, c'est qu'il faut absolument que la prévention parvienne jusqu'aux catégories socioprofessionnelles qui est plus défavorisées, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et comme ça a été dit tout à l'heure, elle augmente cette différence, ce qui est absolument dramatique alors qu'on a tous les moyens de la prévention. Suivante. Alors, l'inégalité la plus importante, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et c'est la question que posait Hervé Lebras hier, c'est-à-dire pourquoi? Alors, la réponse est qu'on ne sait pas pourquoi. Il y a d'une part un interplay, comme on dit, entre des facteurs biologiques, des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement et des facteurs de risque. Mais à facteur de risque égal, c'est vrai que les femmes vivent plus longtemps. Mais vous voyez que cette différence, regardez entre 1994 et 2007, aussi bien à la naissance qu'à 60 ans, cette différence commence à diminuer un petit peu. Malheureusement, ce n'est pas parce que ces chefs-d'œuvre fragiles que sont les personnes de sexe masculin gagnent tellement, c'est parce que nous, les femmes, nous fumons plus qu'avant et que l'augmentation du cancer du poumon joue un rôle dans cette diminution de l'espérance moyenne de vie. Mais enfin, nous espérons que la prévention va ramener ces chefs-d'œuvre fragiles à la fois dans nos séries d'études et aussi dans notre vie quotidienne, car ils font partie quand même, ils font une grande partie de notre joie de vivre, il faut le reconnaître. Suivante.
Alors, le défi de la longévité, c'est le défi de la prévention tout au long de la vie. J'ai listé là la majorité des maladies qui assombrissent le vieillissement, qui sont facteurs de dépendance et de mortalité. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces maladies dépendent de facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Alors bien évidemment, on n'agit jamais à 100% pour la prévention, mais regardez par exemple les maladies cardiovasculaires. Si vous traitez l'hypertension artérielle, vous diminuez de 40% l'incidence des accidents vasculaires cérébraux. Et ce qui est important de dire, c'est que c'est tout au long de la vie, c'est avant 20 ans qu'on constitue son capital osseux et qu'on prévient l'ostéoporose, c'est avant 20 ans qu'on conserve ses coronaires en empêchant l'obésité de l'enfant, ça a déjà été dit, en empêchant les gamins de fumer dans les cours de récréation, c'est avant 20 ans qu'on prévient la cataracte précoce en empêchant les gamins de skier sans lunettes ou de faire du bateau sans lunettes. Donc c'est véritablement l'affaire de toute une vie, il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard, et malheureusement, la mise en place de mesures de prévention dépend énormément du niveau d'éducation des populations. Plaque suivante. C'est pour ça que finalement, ce que nous souhaitons, nous, c'est mettre en œuvre cette prévention, la plaque est coupée en haut, dans les entreprises. Parce que c'est pas facile, quand on a une longue journée de travail, qu'on rentre à la maison, qu'on souhaite s'occuper de ses enfants, de se dire maintenant je vais commencer à lire sur la prévention ou je vais écouter des conférences sur la prévention. C'est pas si simple. Alors que les entreprises, vues comme un milieu de vie, car on y passe beaucoup de temps à son travail, sont probablement l'endroit privilégié pour mettre en place des programmes de prévention. Et nous, à l'heure actuelle, on a un projet de recherche qui cherche à démontrer si un programme de prévention mis en place dans les entreprises permet d'accroître la culture sanitaire, en particulier des employés, des travailleurs à bas niveau socio-éducatif, changer les comportements, améliorer le bien-être et aussi changer l'image de l'entreprise. Parce que si on veut que les gens travaillent plus longtemps, il faut qu'ils soient heureux dans l'entreprise. Et à terme, ce qu'on aimerait, nous, c'est labelliser les entreprises, c'est-à-dire qu'on aurait un certain nombre d'entreprises qu'on appellerait entreprises en bonne santé, c'est-à-dire les entreprises qui mettent en place en leur sein des programmes de prévention pour l'ensemble de leurs collaborateurs. Parce que c'est pas si simple de s'initier à la prévention en dehors de son milieu de travail quand on a un peu de temps pour soi. Alors, ce qui est intéressant de voir, vous voyez, c'est une plaque très, très intéressante, c'est que la prévention, elle est opérationnelle. On a vu se réduire la mortalité depuis 30 ans de façon considérable, comme ça a été redit hier. Et là, vous voyez qu'on a étudié la baisse annuelle des taux de prévalence de la dépendance lourde à chaque âge entre les années 90 et les années 99. Et vous voyez que la courbe en trait plein, la courbe supérieure, était la courbe attendue en fonction de ce qui avait été observé. Ça avait été calculé par les statisticiens. Et ce que vous voyez en bas avec les petits carrés, c'est la courbe observée. Et vous voyez qu'en particulier après 80 ans, la diminution de la dépendance lourde est beaucoup plus importante que la diminution attendue de cette dépendance. Ça veut dire qu'on peut réduire la dépendance et ça veut dire que la prévention, ça marche. Plaque suivante. Alors prévenir, c'est aussi promouvoir l'activité. Et moi, j'aime beaucoup cette diapo qui montre qu'en rouge, l'espérance moyenne de vie ne cesse d'augmenter. C'est exactement ce qui a été dit par les orateurs précédents, présenté de façon différente. En bas, la courbe jaune, vous voyez que l'âge de cessation d'activité professionnelle, à 58 ans en moyenne, ne cesse de baisser. Alors moi, j'en vois parmi vous, je les vois, qui ont mauvais esprit et qui sont en train de se dire, mais au fond, la France a découvert quelque chose de magnifique qui devrait mériter à la fois un prix Nobel d'économie et un prix Nobel de médecine. On vient de démontrer que moins on travaille, plus on vit longtemps. Eh bien, pas du tout. Plaque suivante. Vous voyez au contraire que là, vous avez la mortalité en fonction des catégories professionnelles, mais vous voyez les horribles petits rectangles qui sont soulignés en rouge. C'est la mortalité des inactifs, quel que soit l'âge, entre 35 et 80 ans. Alors, la mortalité des inactifs est 3 fois supérieure à la mortalité des actifs. Alors, bien sûr, c'est aussi un raisonnement circulaire, c'est aussi parce qu'on est malade quelquefois qu'on est inactif. Mais même compte tenu de ce raisonnement-là, on voit que l'inactivité n'est pas un facteur de santé, au contraire, et tous les travaux démontrent que l'activité, c'est probablement un des facteurs de longévité les plus importants. Et pourquoi ? Parce que l'activité, en particulier, permet
un maintien des fonctions cognitives, un maintien des fonctions intellectuelles, et que ces fonctions intellectuelles sont probablement les fonctions qui sont les plus importantes dans la longévité. Il a même été démontré de façon récente aux États-Unis que les métiers qui sont les plus demandeurs au point de vue activité cérébrale, demanding, le demanding anglais, eh bien, ces métiers-là, vous savez, vous sortez le soir, vous dites, oh là là, j'ai encore la tête au carré, tellement, finalement, j'ai usé de ma matière grise pour travailler. Eh bien, ces métiers-là, ce sont les métiers qui permettent le plus le maintien des fonctions cognitives. Et quand on s'arrête à 58 ans, on dit, mais moi, je vais avoir une vie nouvelle, je vais faire de la peinture, je vais faire ça. Mais ce n'est pas vrai. On agit beaucoup moins quand on est à la retraite que quand on n'est pas à la retraite. Donc, le maintien de l'activité, c'est un facteur très important. Plaque suivante. Alors les taux d'emploi, on vous les a déjà montrés plusieurs fois. Regardez par exemple chez les hommes, on voit la différence entre la Suède et la France. De 25 à 54 ans, c'est à peu près les mêmes taux. Déjà 55-59 ans, on a une différence majeure, 81%, 58%. 60-64 ans, 64% en Suède, 16% en France. 65 ans et plus, 2% en France. Et alors, si je vous remontre cette plaque, c'est simplement pour vous montrer, et très très souvent Anne-Marie nous fait des conférences sur cette différence entre les pays, on a envie d'avoir en France un Obama du travail qui nous dise « Yes, we can ». Les Suédois le font. Pourquoi pas nous? Plaque suivante. Alors c'est pour ça que là encore, nous on a fait avec notre équipe et avec des chercheurs à la fois de l'INSERM, de l'INED et du CREDES, on a fait un projet de recherche pour établir pour la première fois en Europe un indicateur qui combinerait la santé et l'activité professionnelle et qui permet la comparaison entre les pays. Et cet indicateur mesure le nombre d'années au travail et en bonne santé entre 50 et 70 ans. Parce que des indicateurs d'espérance moyenne de vie, on en a, des indicateurs d'espérance moyenne de vie en bonne santé, on en a, mais un indicateur qui combinerait les deux, on n'en avait pas. Plaque suivante. Alors ça a été fait, je vous passe les détails, sur un gros panel des ménages européens, 60 000 personnes. Suivante. Je passe immédiatement au résultat. Suivante. Eh bien, vous voyez là ce qui se passe, prenons les hommes par exemple, entre 50 et 70 ans. L'espérance moyenne de vie en bonne santé, à partir de 50 ans, c'est 14,1 ans, sur ce gros panel. L'espérance moyenne de vie au travail, c'est de 9 ans. Et l'espérance moyenne de vie au travail et en bonne santé, c'est de 7,5 ans. C'est un petit peu différent chez la femme, parce que la femme est moins au travail à cette période de l'année. Plaque suivante, quand on compare simplement l'espérance moyenne de vie en bonne santé et l'espérance moyenne de vie au travail et en bonne santé, eh bien vous voyez qu'on a 14 ans de vie en bonne santé, qu'on a 7 ans de vie au travail et en bonne santé, ce qui fait un différentiel de 6,6 ans. Ça veut dire qu'on a 6 ans pendant lesquels on ne travaille pas, mais on est en bonne santé. Ce qui veut dire que si on veut augmenter le travail pour les gens qui le souhaitent, je dis bien les gens qui le souhaitent, on peut piquer un capital d'années en bonne santé suffisamment important pour permettre à ces personnes en bonne santé de travailler sans avoir à piquer ce qui serait éthiquement discutable chez les personnes qui seraient en mauvaise santé et qui souhaiteraient s'arrêter. Plaque suivante, ce qui veut dire que ce n'est pas la santé qui limite le travail à ces âges-là, mais les politiques nationales d'emploi des seniors qui ont été magnifiquement exposées par Anne-Marie Guillemard et par M. Villard. C'est des différences institutionnelles et les caractéristiques du marché de l'emploi. Plaque suivante. Quand on voit ce qui se passe, la comparaison entre les pays, puisqu'on a fait ça dans tous les pays d'Europe, eh bien vous voyez que la France, une fois de plus, est en queue de tous les pays européens. Et nous sommes en queue non pas à cause d'une mauvaise santé éventuelle, puisque c'est un indicateur de santé et d'activité, nous sommes en queue à cause de nos très très mauvais scores d'activité après 50 ans. Plaque suivante. Alors nous disions tout à l'heure que l'espérance moyenne de vie, enfin la longévité était un facteur de croissance économique. Alors là, il y a une courbe qui est très connue, bien évidemment, de tous les économistes, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation positive, comme vous voyez, entre d'une part la santé mesurée par l'espérance moyenne de vie et d'autre part le niveau économique qui est mesuré ici par le revenu par tête. Mais dans l'ensemble, ce qui est connu, c'est que plus on est riche, plus on est en bonne santé. Ce qui est vrai, on a davantage d'accès aux soins, etc.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre d'économistes disent oui, d'accord, ça marche dans ce sens-là, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Meilleure est la santé, plus longue est l'espérance moyenne de vie, plus la croissance économique est importante. Plaque suivante. Et ce lien inversé s'explique pour des économistes comme Bloom et Canine, s'explique par plusieurs facteurs. Quand on est en meilleure santé, quand un pays, disons, est en meilleure santé, il y a une augmentation de la productivité, il y a une amélioration du niveau d'éducation. Quand les gens sont en bonne santé, on investit davantage dans l'éducation, et c'est ce qu'il faudrait faire pour les travailleurs dits seniors. On fait des investissements de longue durée, et dans les pays en voie de développement, meilleure est la santé, plus on va vers la progression de ce qu'on appelle la transition démographique. Plaque suivante. Et l'état de santé mesuré par l'espérance moyenne de vie est un prédicteur significatif de la croissance économique. Ça a été montré par l'OMS déjà en 1999. Et Bloom et Canine ont fait une étude où ils ont montré que quand vous comparez deux pays, dont l'un a une espérance moyenne de vie supérieure de 5 ans, toutes choses étant égales par ailleurs, les revenus per capita vont croître de 0,3 à 0,5% plus rapidement dans le pays dont l'espérance moyenne de vie est la plus importante, c'est-à-dire finalement le pays le plus vieux. Donc ce n'est pas parce qu'on a des vieux qu'on a une diminution de la croissance économique, c'est l'inverse. Plaque suivante, mais à condition que les gens travaillent. Ce qui fait que, ce qu'il faudrait, c'est ma dernière diapo, vous voyez que j'ai été assez vite, ce qu'il faudrait, c'est que nous entrions véritablement en France, par rapport à d'autres pays, dans cette spirale vertueuse qui passe d'abord par l'éducation. C'est l'éducation la base. Et il y a des études qui ont très bien démontré que la réduction de la mortalité depuis les 30 dernières années en Europe, elle est liée à plusieurs facteurs, dont le niveau économique, pour 20%, mais que pour 30%, ce qui compte dans cette réduction de la mortalité, c'est l'éducation des mères, des mamans. Et on pourrait dire maintenant l'éducation des jeunes parents, car les jeunes parents, les jeunes pères participent autant à l'éducation de leurs enfants que les jeunes mamans. Donc là où il faut investir de façon massive, c'est sur l'éducation. Et c'est pour ça que je veux faire, moi, de la prévention en entreprise pour les gens qui, malheureusement, dans leur enfance, n'ont pas eu cette éducation. L'éducation permet la prévention promeut la santé promeut la longévité doit promouvoir l'activité à condition qu'on laisse les seniors travailler s'ils le souhaitent, et l'activité promeut la prospérité, et on entre à nouveau dans cette spirale vertueuse de l'éducation, prévention, santé, longévité, activité, prospérité. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous. Plaque suivante. Et je vous laisse sur ce merveilleux poème d'Aragon, où la conclusion est que tant que la veine est bleue, il y coule du vin. Merci de votre attention.